refusent de plus en plus le contact, c'est la route, l'allié forcé qui fait la guerre à leur place. La nationale numéro 4 a perdu de sa sûreté. Un environnement extrême opposé au Cobra. Mines artisanales, embuscades, ponts sabotés, embourbements, mais rien ne branle le moral des pires, les bataillons d'intervention rapide. Sur cet axe, à chaque centimètre suffit sa peine. La nationale numéro 4, le couloir de tous les dangers, au cœur de l'un des plus longs convois de ravitaillement dans l'Est. L'effectif est au camp complet ce dimanche matin à Fadan Gourma. Des cobras lâchés dans l'Est à la chasse des terroristes. Cobra 2 et 5. Le Cobra, c'est l'insigne des BIR, les bataillons d'intervention rapide. Ils ont le soutien d'une compagnie de marche et de l'artillerie toute issue du 34e RIA, le régiment interarmes de Fadan Gourma. C'est l'opération Kiadma en gourmachement, sauvée en français. Kiadma est hybride. Elle est à la fois offensive et humanitaire. L'objectif est de desserrer l'étau autour des grands axes de la région. Alors dans le convoi, plusieurs centaines de tonnes de vivres à distribuer et des marchandises. Au moins 130 camions civils sont dans la rame. 6 villes doivent être ravitaillées essentiellement sur la nationale numéro 4. Tanwal-Bougou, Ougarou, Matiakwali, Kankiari, Diapaga et Partiaga dans la Tapua. Un trajet de 465 km à partir de Ouagadougou. Le premier objectif, c'est Tanwal-Bougou, à 46 km de Fadan Gourma. Nous croisons à nouveau le chemin du capitaine Lyon à la tête du 5e BIR. L'épreuve de la route démarre ici à Namungo. Ce véhicule ghanéen qui profite du convoi pour rallier le Niger s'embourbe juste à la hauteur du pont. Sur les rives de ce marigot, les groupes armés terroristes ont tendu plusieurs embuscades, en témoignent ces épaves de véhicules. Un autre pour une dernière chance. Le câble de traction finit par céder. À ce niveau, le convoi est à moins de 2% de son trajet. Le choix est alors net. Abandonner ce véhicule et poursuivre la route. Le conducteur et ses apprentis embarquent dans un autre car. Toutes les dispositions sont prises pour qu'aucun obstacle n'entrave l'opération. Des ponts mobiles, de l'agrégat et des engins de BTP sont de la partie. À quelques kilomètres de marche, Penkiangou, zone boisée, traversée par un pont majestueux. Sur le flanc gauche, présence de terroristes confirmée. L'aviation traite des cibles dans la forêt. Pour les bases repérées, c'est le traitement à distance. L'ennemi est déstabilisé, mais nous ne pouvons pas avancer. Le pont est saboté la veille par des terroristes pour barrer la route au convoi. Le pont détruit et sa descente piégée. C'est une nouvelle batterie. C'est nouveau. Ça va. Les techniciens du BTP prennent le relais. Impossible de poser un pont mobile à ce niveau. Il n'y avait pas été prévu. Les techniciens décident alors d'ouvrir une route sur le bas-côté. Le bulldozer descend de son confort. Dans le lit du marigot, un pont de fortune se réalise sous la couverture des soldats. En 4 heures de vrombissement, le bulldozer livre son chef-d'œuvre. Le pont est enfin prêt. Ce camion à destination de Diapaga échoue sa manœuvre. Le camion transporte des vivres, du riz et de la boisson.
Une charge prisée par les terroristes, alors impossible de l'abandonner au risque de ravitailler l'ennemi. Toutes les stratégies de désembourbement se déploient. Le camion a besoin de soutien, son chauffeur aussi. Soulé est à bout de souffle. C'est sa toute première fois de suivre un convoi. 2 jours sans manger, le chauffeur ne tient plus. Le médecin militaire vient d'avoir son premier patient. Sans diagnostic, la faim est pointée du doigt. Un sérum pour calmer les contractions abdominales et du jus pour le remonter. Les 2 apprentis ne tiennent pas non plus. Ali est immobilisé par la faim et la fatigue. Philippe, 15 ans, est le fils du propriétaire du véhicule. Il a 3 problèmes sur le cœur. La faim, la fatigue et surtout la probable perte de l'héritage, le camion. La fille, le médecin militaire, lui apporte aussi du jus et des croquettes. Philippe prend des forces et reprend du service. Au crépuscule, le capitaine Lyon fait partie du convoi sur Tanwalbougou et le camion mis sous haute surveillance depuis des airs toute la nuit. Le lendemain, les cobras reviennent à la charge. Ils transfèrent la marchandise dans un autre véhicule et le camion accepte de quitter le marigot pour enfin Tanwalbougou. Camion sauvé et Philippe, le jeune héritier, a une priorité. Foncer sur le restaurant le plus proche pour son premier repas chaud depuis 3 jours. Il retrouve le sourire. Le camion endommagé ne peut plus poursuivre. Il est immobilisé ici à Tanwalbougou et la marchandise vendue sur place. À Tanwalbougou, les militaires lancent une opération soins gratuits. Le dispensaire refuse du monde. Des patients de tout âge répondent à la main tendue des soldats de l'opération Kiadma. Ceux dont le déplacement est difficile sont convoyés par les militaires eux-mêmes. C'est le capitaine Lafi qui coordonne l'opération. Les cas les plus complexes sont référés à son niveau dans cette salle. Pas de pharmacie à Tanwalbougou, les militaires ont tout prévu. Une pharmacie ambulante aménagée sur place. Après consultation, les patients prennent gratuitement les médicaments ici. 2 midi, 2 le soir, matin et le soir. Fin de mission à Tanwalbougou. Ougarou est le prochain objectif. 45 km de route impraticable. L'axe est considéré comme un bastion terroriste. Avant le départ, le capitaine Lyon sollicite les services de l'artillerie. Le lance-roquettes multiple se positionne, renseigne les données et envoie 4 patates chaudes sur des bases ennemies. Le convoi peut avancer en sûreté. Dans le village de Piega, des mines comme s'il en pleuvait. 0. La détonation est très forte et étourdissante. Les terroristes, tapis dans des concessions, nous croyaient dans le piège. Ils ouvrent le feu, nous sommes dans une embuscade. Nous sautons dans le blindé le plus proche, celui de tête. Maya, le chef de bord, et Santa, le conducteur. Les éléments à moto prennent position et ouvrent la voie à notre blindé. Santa fonce et fonce jusqu'au lieu d'où proviennent les tirs. Une concession dont les habitants sont déguerpis. Les tirs viennent d'ici, mais la riposte inattendue oblige l'ennemi à battre en retraite. Les terroristes embusqués pour traumatiser sont pris dans leur propre piège. Les cobras crachent le feu, les terroristes prennent la fuite. Dans la précipitation,
Ils laissent derrière eux un élément retardateur. Il est rentré comme ça. Le rouleau compresseur des cobras marche sur tout. Des maisons sont terrassées les unes après les autres à la recherche du rescapé réfugié dans une cour. Il est retrouvé et neutralisé, son arme partie en fumée. Un important lot de matériel et de vivres incendiés. Nous sommes seulement à 7 km de Ougarou, mais impossible d'avancer. La nuit oblige. Les cobras délogent les terroristes et s'établissent sur leur base. C'est ici que nous passons la nuit au milieu d'une base terroriste récupérée. Le convoi est à Ougarou en plein midi. Ougarou a 15 tonnes de vivres, une dotation de CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Le périple a déjà éprouvé certains véhicules. Ils sont encore au garage pendant que la mission s'articule. Nous sommes toujours sur la nationale numéro 4. Le trajet du jour, Ougarou-Matiakwali, 45 km. Malgré les petites pannes, tous les véhicules reprennent la route. Juste à la sortie de la ville, le carrefour de Bungu. Cette intersection a toujours été minée, mais ne surprend pas les cobras. 1, 0, mise à... Ça va venir, la terre va venir. Ça c'est un bidon de combien de litres? C'est un double charge. Bidon de 20 litres et 10 litres. Des détonateurs, plateau et source d'énergie. Dieu nous a sauvés. Au pont Tapoua, le convoi est encore stoppé. L'infrastructure est dynamitée par les terroristes. Un des ponts mobiles est prévu ici, mais sa pause doit nous bouffer 14 heures. Sur le bas-côté, les techniciens proposent de tracer une voie comme la précédente. Jusque-là, les dieux du ciel sont avec nous. Pas de pluie, donc le bas-fond peut encore supporter les gros porteurs. L'opération Tchadma, c'est aussi désenclaver les villes dont les installations des réseaux mobiles sont sabotées. Matiakwali est sur la liste de ces villes. Le réseau filaire est saboté. Mou propose une solution intouchable, le réseau aérien. Le signal est pris depuis Fada. Nous rallions Kankiari. Un comité d'accueil nous attend à l'entrée de la ville. Des civils qui se regroupent espérant suivre le convoi au retour. Dans la ville, la population est en liesse, très contente de voir une deuxième présence militaire après celle du Bir 1 la semaine dernière. À Kankiari, les cobras apportent des vivres, des marchandises et surtout le réseau mobile Move après 2 mois d'absence. Ici finit la mission sur la nationale numéro 4. Le convoi est maintenant sur la nationale 19. Destination Diapaga, 62 km. Allure normale pour juste 15 km. Le gigantesque pont Boudieri est saboté. Pourtant, il a plu la veille, le bas-fond est inondé, donc tous les véhicules sont candidats à l'embourbement. La dynamite a affaibli les piliers restants de l'infrastructure. Alors, impossible de déployer un pont mobile. La solution la plus sûre, se frayer un passage dans la forêt. Le bulldozer est encore sollicité sous la supervision du capitaine Lyon.
Pendant les travaux, personne ne se laisse distraire. Armes au poing, la grande majorité des soldats veillent au grain. Dans les feuillages, l'hélicoptère pilonne des binômes armés à moto. Les éléments au sol neutralisent les fuyards. Faut faire vite. Amène la caisse magique. Pause. Après l'assaut, le garnissage se fait sur place. Car ici, en zone risquée, il faut toujours avoir la bande complète. Même pas une cartouche en moins, les soldats veulent garder la puissance de feu au top. Pendant ce temps, les ouvriers d'un jour finissent la route. Les camions traversent et nous évitons le pont endommagé. Nous rallions Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapua. Au petit matin, nous entamons la dernière étape. Diapaga-Partiaga, 25 km de voie rouge. Seulement 6 véhicules à convoyer sur la ville. Dès la sortie de Diapaga, un manteau de poussière recouvre le cortège. Juste à la sortie de Diapaga, une mine. De l'explosif dans un bidon de 20 litres enfoui dans le sol. Les auteurs sont surpris dans une maison abandonnée sur le flanc. Ils sont traités. Un peu plus loin, un deuxième piège. Cette fois-ci du hors-sol. Une mine à effet dirigé. Le lieutenant Kaira nous conduit sur le lieu. C'est un plateau à pression et la charge mortelle cachée dans un buisson. C'est la nouvelle génération des mines utilisées par les terroristes. Cette fois-ci, elle ne sera pas détruite. La mine est désactivée avec délicatesse et retirée des buissons. C'est une bouteille de gaz chargée d'explosifs et des billes pour aggraver le dégât. Ici aussi, un surveillant du piège est neutralisé en profondeur de la forêt. Le danger désamorcé est embarqué. Et nous reprenons la route sous des menaces permanentes jusqu'à Partiaga. 100 tonnes de vivres sont déchargées ici, au grand bonheur des populations. Les soldats viennent de boucler avec brio un long périple de 465 km. Nous reprenons la route de Diapaga. Comme nous sommes venus, il nous faut autant de manœuvres pour le désengagement, peut-être un peu plus. Car en 3 semaines, les assaillants ont eu le temps de revenir à la charge. Il est 6h30 à Diapaga. Le convoi s'articule. Direction Kankiari. Tout allait pourtant bien ce vendredi matin pluvieux. Après 2 jours de remèque, les hommes du capitaine Lyon reprennent le chemin de retour. Kankiari-Machakwali, 60 km. Le lieutenant Kaira organise le départ et nous prenons place à bord de son blindé. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise nos démineurs, le vieux lion en tête. C'est une mine hors sol et télécommandée par le poseur. L'engin déclenche sur le flanc droit et déverse sa charge sur l'axe avec le vieux lion et vautour comme cible. Heureusement, les soldats n'étaient pas dans le champ des projectiles. Il nous reste 50 km à parcourir. Le ciel s'assombrit, l'orage se prépare. À la hauteur de la digue du barrage de Sakwani, la pluie s'intensifie. Nous marquons une pause. Le goudron est totalement décapé sur le long. On vérifie et on s'engage à nouveau. Au passage de notre blindé, une détonation lourde suivie de grosses secousses. Notre blindé est visé par une mine à effet dirigé. Elle est déclenchée à distance à l'aide d'une télécommande. Nous sommes pris entre la mine et le barrage. L'objectif est de projeter le véhicule dans l'eau, mais le mastodonte s'impose. Côté passager, juste des secousses
et le souffle qui assourdit notre gaineur. Les dégâts, c'est le blindé qui les encaisse. Toutes les 4 roues sont soufflées, même la roue secoue. Notre blindé est paralysé. Des impacts de billes recouvrent le flanc gauche du véhicule. Le blindé, même sans roue, peut encore faire au moins 45 km. Il manœuvre ainsi jusqu'à Matiakwali, où nous passons la nuit. Au départ de Matiakwali, le ciel est encore chargé. Plus de 10 heures pour un trajet de 46 km. Tout le monde est éprouvé. Mais c'est quand même l'axe du bonheur. Parmi les populations qui suivent le convoi, une femme est en travail. Grossesse à terme ou travail déclenché par le calvaire de la route. En tout cas, la fille, le médecin militaire, est appelé au secours. Nous sommes en tête du convoi, donc à au moins 7 km du camion maternité. Les photos nous sont rapportées par les soldats. Le bébé Tchadma est né en pleine route de la guerre de reconquête. C'est un garçon. Un guerrier nous est né. Le capitaine Lyon réquisitionne un véhicule personnel pour le transport du bébé et de sa mère. La tête du convoi est à Ougarou à 15h30. C'est à 17h que le dernier véhicule rentre sur la ville, le véhicule rouge aussi. À son bord, notre bébé et sa mère. Le père aussi est dans le convoi. Le capitaine Lyon fait atterrir l'hélicoptère. C'est dans ce confort que le bébé retourne sur Tanwalbougou, la destination de ses parents. Pour nous, Tanwalbougou est encore un objectif. Nous passons la nuit ici à Ougarou. Lentement mais sûrement, nous avançons vers Fadan Gourma. L'avant-dernière ville est visée ce matin, Tanwalbougou. Le départ est pris à Ougarou à 7h. Sur cet axe, l'épreuve majeure, c'est le franchissement du pont Tapoa, saboté par l'ennemi. Les soldats décident d'éviter la route de fortune de l'allée pour tracer une autre plus en profondeur. Mais une vaste rizière est à traverser alors que la zone est arrosée la veille. La benne qui apporte de l'agrégat est elle-même embourbée. Le secours s'essaie par l'arrière. À tour de rôle, les véhicules en souffrance ont le soutien du bulldozer et de la pelle hydraulique. Le franchissement de la rizière, un véritable parcours du combattant. Après la déviation, l'allure s'améliore. Le convoi descend sur Tanwalbougou après 7 heures de route. Tanwalbougou, Fadan Gourma, 45 km. Les précurseurs prennent les consignes pour la dernière étape après un mois d'opération. Sur notre route, le pont Penkiango dynamité. 4 semaines après notre passage, le marigot est plein. Les techniciens prennent les informations sur le courant d'eau et la profondeur du marigot. Enfin, les ponts mobiles trouvent leur utilité dans le convoi. Ici, le choix est porté sur les buses métalliques. Un premier logé dans le lit du marigot, mais insuffisant. Le marigot est très large. Il faut un deuxième, puis un troisième pour permettre à la vague de couler. Le pont est à 50% prêt. Les bennes apportent de la latérite. Le bulldozer aplani et compact à la fois. Le reste se fait à la main. Militaires et passagers du convoi se mettent à la tâche. C'est un chantier de haute intensité de main-d'œuvre. Le travail se fait à la chaîne. Au bout de 10 heures, l'ouvrage est opérationnel. La zone est très boisée. En profondeur, les hommes découvrent des trous individuels de combattants. La vigilance se renforce. Des guetteurs terroristes sont neutralisés pendant la progression. Les démineurs, eux, évoluent pratiquement à pied. La pluie rend difficile leur travail. Les nids de poules sont devenus des flaques d'eau. Après le checking, le véhicule de tête franchit. Le deuxième s'engage, puis une grosse détonation. Le pick-up est pris dans un piège à la mine.
2 vies arrachées. Une fois de plus, la mine fait des victimes. Scott et GA manquent à l'appel. 2 Cobras ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. Nous enregistrons 2 blessés. Ils sont téléportés sur Fadane Gourma pour une prise en charge. Sur près de 1000 km sans faute, c'est à la porte de la base que le danger nous croise. Pour les frères d'armes, rien ne branle leur engagement. Mieux, la meilleure façon de rendre hommage aux martyrs, c'est de réussir la mission. Le convoi progresse à pas lents jusqu'à Fadane Gourma. Fin de guerre pour Scott et GA, fin aussi de 34 jours de l'opération Tchad.